Le 27 janvier 2010, Steve Jobs montait sur la scène du Yerba Buena Center de San Francisco pour dévoiler l'iPad. 10 ans après sa naissance, retour sur la genèse de la tablette d'Apple qui a bousculé l'industrie de la tech. Quels usages est-elle désormais mûre pour convaincre les pros? Quel avenir pour celles qui tentent de reléguer au musée nos bons vieux ordinateurs? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'on refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemacom et sur notre app iOS ORLM, mais également sur YouTube, Dailymotion, Podcast, sans oublier les versions audio que vous retrouvez également sur Podcast, Spotify, Deezer et TuneIn, je n'ai rien oublié. Avec comme chroniqueur cette semaine à mes côtés, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu la chance de l'avoir en plateau. Il découvre notre nouveau studio au sein de l'agence Rumeur Publique, Monsieur Thierry Derouet. Bonjour Thierry. Bonsoir Olivier. Ça va bien? Une super forme. Alors, avant de parler de l'iPad, comment tu trouves notre nouveau studio? Tu le découvres. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'on avait auparavant à l'école 42? C'est bien, les murs ont été poussés. Oui, on a grandi à l'image de notre décor virtuel. Ouais. On est assez content. Écoute, en plus, ça te valorise. Alors, je vois que tu as amené ton Mac et ton iPad. La dernière fois qu'on avait discuté, tu ne jurais que par l'iPad. On va voir si ton... il y a quelques indices déjà sur le bureau qui montrent que ton cœur balance encore entre les deux objets. J'ai le cul entre deux chaises, c'est le cas de le dire. Bon, un autre qui a le cul entre deux chaises, ou presque, c'est Monsieur Didier Policani des Mac Forever qui est en duplex de Lausanne. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va bien? Alors, non, toi, il n'y a pas d'iPad à côté de toi. C'est le Mac ou rien. Non, mais j'ai plein d'iPad. Je n'utilise pas tant que ça, mais j'en ai plein. Bon. Et enfin, qui est lui aussi hésite, mais je pense que... Enfin, on va voir ce qu'il va préférer en fin d'émission, son Mac ou son iPad. Monsieur Stéphane Zibi de Ionix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. J'étais en train de mettre mon iPad sur ma tête pour voir s'il tenait. Non, je l'utilise très très fréquemment et bizarrement, je le dirais, encore plus depuis que j'ai découvert le Pencil. Ah, d'accord. Donc, tu sais que Steve Jobs est en train de se retourner dans sa tombe quand tu as dit Pencil. Je sais. On en parlera tout à l'heure. On enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, 10 ans d'évolution, c'est bien sûr la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. La question était l'iPad fête donc ces 10 ans. Quelles évolutions, on aurait pu mettre ça au pluriel, vous a le plus marqué ces 10 dernières années? Vous étiez 36,9% à souligner que c'était iPadOS qui vous a le plus marqué durant ces 10 dernières années, suivi de la puissance, 31,4%. C'est vrai que la puissance a été crescendo. Enfin, l'écran toujours plus grand, 17,6%. C'est une tendance forte également, sans oublier le Pencil, c'est le stylet, cher à Stéphane Zibi, beaucoup moins à Steve Jobs. Dès 10 ans, c'est une remarque sur Twitter d'un de nos tweetos, il s'agit de Gilles Ramy. Des 10 ans de l'iPad, ce qui m'a le plus marqué, c'est le passage à un OS propre à la tablette et donc le passage d'un iPad loisir à un iPad professionnel. C'était effectivement la tentative qu'a essayé de faire durant ces dernières années les équipes d'Apple. Patiemment mais sûrement, Thierry, Apple a tenté de transformer cet objet de consultation qu'est l'iPad en un outil de production. On y va doucement, mais ce n'est pas encore la panacée. C'est un peu vache, je trouve. Vas-y. Parce qu'il y a 10 ans, c'était effectivement un objet de consultation. Ouais. J'ai toujours d'ailleurs l'iPad 1 dans son jus qui fonctionne. D'ailleurs, c'est fantastique après 10 ans. Ouais. Et effectivement, la différence, c'est quoi? C'est que petit à petit, on lui a adjoint d'abord, dans un premier temps, ce clavier, aujourd'hui, qui est quasiment indispensable. Donc on peut lui mettre. C'était déjà le cas depuis le début. Il y avait des claviers qu'on branchait sur le prise dock. Mais celui-là est quand même sacrément adapté. Un clavier aimanté. Et puis le stylet. Ouais. Et puis alors, je l'ai pas sorti, mais j'aurais pu le sortir aussi. On peut utiliser une souris. Alors c'est pour des raisons d'accessibilité selon Saint Apple, parce que effectivement la souris n'est sans doute pas encore dans l'environnement ciblé de l'iPad, mais en tout état de cause, il manque plus que le clic droit de souris pour être en capacité d'utiliser enfin son tableur avec ses doigts. Vous êtes d'accord avec l'analyse de notre ami Thierry, messieurs, sur Skype? Tu avais quelque chose à dire à ce sujet, je crois, Stéphane? Déjà, par rapport aux résultats du sondage, en effet, on aurait pu répondre à plein de choses en même temps, ça c'est certain.
Le Pencil étant la dernière bonne surprise, parce qu'une fois qu'on le découvre, on a du mal à s'en passer, et le passage au zéro papier est quasi définitif. C'est vrai que quand on regarde l'iPad 1, il paraît très... même s'il y a des formes qui peuvent ressembler un petit peu aujourd'hui avec ce qu'on a aujourd'hui en vente, on a quand même un gros gap de puissance. C'est digne d'un ordinateur. Donc si on a des besoins simples, on peut y arriver, bien évidemment. Maintenant, si on regarde un peu tout ça depuis 10 ans avec l'expérience, tout ce qu'on a pu... On l'a tous beaucoup utilisé au début, on l'a moins utilisé. Le fait qu'il y ait eu... les enfants, Netflix, etc. également, on l'a réexploité d'une dernière façon. Et là, avec iPadOS, qui préfigure potentiellement l'appli universelle qu'on espère avoir bientôt, nous allons devoir avoir la possibilité, je pense, d'avoir le véritable outil que l'on cherche pour son métier au quotidien. Alors, donc Didier pourra en parler sur certains métiers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers de créativité, comme les stylistes par exemple, aujourd'hui ne peuvent pas se passer de cet appareil-là. Ouais. En gros, l'iPad est devenu une super tablette Wacom pour les graphistes, avec un niveau de précision et de qualité, et en plus en version transportable, donc c'est assez remarquable. Didier, tu es assez d'accord? Moi je trouve que l'évolution elle est quand même timide. Il a fallu 10 ans pour en arriver là. Quand on voit aujourd'hui, je me fais l'avocat du diable, ce qu'on peut faire avec une Surface Pro qui est un vrai ordinateur, qui se transforme en vrai ordinateur une fois qu'on lui adjoint un clavier, en matière de productivité, on va beaucoup plus loin. Il y a encore les problèmes du plein écran. On voit qu'iPadOS reste encore assez timide, Didier. Moi, je trouve que le jugement qu'on met sur l'iPad, il est très personnel en fait. Il dépend beaucoup des usages. Et c'est vrai que, par exemple, tous les illustrateurs, eux, ils t'auraient mis le Pencil à 99%. Ouais. Tu vois, et surtout là, le dernier, il est vraiment génial. Après, moi, je comprends que ce soit iPadOS qui est marqué parce que effectivement, on a eu un peu tout ce qu'on voulait. On a eu, tu vois, 10 ans pour lire une clé USB, tu le disais. Enfin, un semblant de souris, c'est pas encore ça non plus. Il se connecte enfin au disque réseau. C'est plus un mode développeur qu'un mode souris. Encore. Voilà, mais comment tu peux imaginer une tablette qui n'avait pas accès au réseau? Déjà que l'espèce de Finder, enfin de l'accès aux fichiers était déjà toujours un petit peu compliqué d'ailleurs. Et en fait, les gens ça les marque parce que c'est vrai que tu vois, tu prends le stylet, il y avait déjà des systèmes de stylet un petit peu avant. L'écran, il n'a pas tant grandi. Voilà, on est autour de 10 pouces en moyenne. Et puis c'est vrai que une version 12,9 maintenant. Oui. Ça fait un petit moment maintenant l'iPad Pro qu'il est sorti, mais je dirais que c'est pareil, même chez les créas, ils n'ont pas forcément envie de l'énorme tablette pour l'instant. Enfin moi, ceux avec qui je discute, ça reste un outil de croquis, donc finalement les versions larges, c'est pas forcément la taille idéale. Mais oui. Oui, non, mais vraiment, le software, je pense qu'il y a encore de l'attente même dessus. C'est aussi là-dessus. C'est encore assez timide, on est bien d'accord. Et on a vu qu'il y a eu de grands chambardements et de grands préparatifs depuis les deux dernières WWDC pour permettre un développement commun entre les applications Mac et iPad, de fait que faciliter le portage entre les deux plateformes principales d'Apple et donc faciliter, du moins on l'espère, l'arrivée de solutions professionnelles. Il y a une personne sous Twitter, un de nos tweetos, qui n'est pas forcément ravi de son iPad, c'est quant à son évolution dans le temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui. Il s'agit de Frédéric Lebas. Toujours, je le cite, toujours plus lent, son iPad mini 4, le pauvre manque de RAM, même lancer Twitter devient trop pénible pour lui. Le clavier aussi toujours aussi pénible, décidément. Un iMac 2012 sur Catalina, c'est peu dire, tourne mieux. Alors en clair, messieurs, pensez-vous qu'un iPad vieillit moins bien qu'un Mac? Didier? Non, en fait, le problème qu'Apple a eu sur l'iPad mini, là, puisqu'on parle de celui-là, c'est qu'effectivement, cet iPad mini 4, ils l'ont laissé trop longtemps au catalogue, ils auraient dû le renouveler. Mais c'est un peu comme l'iPod Touch, là, qui a été renouvelé il n'y a pas très longtemps. Ceux qui l'utilisent, qui aiment bien ces formats-là, ils ont été un peu abandonnés, comme le Mac mini sur le Mac. Voilà, il y a des produits qu'Apple n'aime pas, tu le sens, et du coup, ils les mettent pas à jour. Mais c'est vrai que quand tu vois l'iPad Air 2, enfin, moi, j'en ai eu un très longtemps. Finalement, pour ce type de produit, c'est quand même. Je sais plus, il est sorti à l'époque de l'iPhone, je ne veux pas dire de bêtises, mais autour de l'iPhone 4. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et quand même, un iPhone 4 aujourd'hui, c'est inutilisable, tu vois. Donc, on est vraiment quand même sur un produit qui dure longtemps. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème de l'iPad, c'est que comme il dure longtemps, les gens les renouvellent pas tant que ça. Donc, les ventes stagnent un petit peu. Effectivement, on va voir tout à l'heure dans les ventes qu'il y a eu un petit ralentissement, même un gros ralentissement.
Et c'est parce qu'effectivement, la longévité de l'iPad, je pense qu'on est d'accord sur ce point. On n'est pas forcément d'accord avec notre Twittos, qui est un cas particulier avec son iPad mini. Moi, j'avais été choqué, entre guillemets, un peu énervé lorsqu'iOS 7 était sorti, ça remonte à quelques années déjà, qui avait rendu obsolète mon iPad, mais de première génération. Donc ça, ouais, enfin, l'obsolescence, c'est aussi lié effectivement à l'OS, à la puissance du processeur. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu un gap qui a été phénoménal en 10 ans. Et le gap qu'on a connu en tout cas sur l'ensemble des terminaux smartphones, que ce soit ceux d'Apple ou autres, on le retrouve ici. L'iPad l'a suivi. Voilà. Il est même systématiquement en avance, puisqu'il bénéficie toujours d'une évolution de la puce de l'iPhone la plus puissante. C'est pour ça que le comparer à un Surface, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes architectures. Et là, on attend le prochain gap. Tu as vu que Microsoft commence à virer sa cutie vers ARM. Ouais, enfin, c'est pas encore exceptionnel puisque pour l'avoir utilisé. Mais en tout état de cause, le vrai sujet aujourd'hui, c'est on est en train d'arriver avec des puissances où il va y avoir 15 milliards de transistors dans la prochaine génération. Et là, c'est un petit peu la donne qui va changer. Ouais, Stéphane, l'enjeu est là. On disait les usages, quels usages pour l'iPad. En tout cas, ça devait aussi une formidable console de jeu rien que pour ça, grâce à la puissance. Et tout le travail de ces 10 dernières années pour développer un microprocesseur qui soit propre à l'univers d'Apple. L'iPad en est l'illustration en termes de puissance aujourd'hui. On peut faire des jeux assez formidables aujourd'hui sur l'iPad. Ça, en termes de jeu, je ne suis pas toujours le plus grand des spécialistes, même si j'ai des enfants qui le sont pour moi, bien évidemment. Mais c'est vrai que la puissance, je reviens et je fais juste la liaison par rapport au sujet quand le Twittos nous a évoqué l'obsolescence de son iPad mini. Je tiens quand même à rappeler que beaucoup encore ont des iPad 2, qui a été quand même déjà dès le départ un iPad 2, un très grand gap entre le 1 et le 2. Je crois c'est quand même un form factor qu'on a gardé pendant pas mal de temps. Et qui a plutôt bien marché. Bon, il y avait juste la prise d'alimentation qui était encore à l'ancienne, qui était la première prise d'alimentation. Mais c'est qu'il y a très très récemment où la non mise à jour de l'OS empêchait le déclenchement de certaines applications comme MyCanal par exemple, et qui en gros rendait de fait obsolète cet appareil-là. Ce qui a été assez dramatique sur les iPads, c'est vraiment l'arrivée de l'iOS 11. Souviens-toi, on a tous fait des émissions ensemble à ce moment-là, qui étaient très très lents sur les anciennes générations, qui étaient vraiment optimisés pour les dernières générations de puces, et sur l'iPad notamment, qui a obligé beaucoup d'utilisateurs à mettre au placard l'iPad. Mais quand iOS 12 est arrivé, ça allait tout de suite mieux, bizarrement. Donc, c'est là où on a commencé à scinder en deux les OS, parce que là, on parle d'un bug qui a été dramatique à un moment donné, où ils ne savaient plus gérer la globalité de la plateforme avec une seule et unique version de l'OS. À un moment donné, on a vu qu'il y a eu 2 versions d'OS sans le dire, et derrière, il y a eu iPadOS. Et là, ça l'a sauvé complètement. C'est toute la difficulté aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on peut définir une plateforme pour des usages qui ne sont plus les mêmes. Alors je propose qu'on se projette tout à l'heure en fin d'émission sur justement l'avenir de l'iPad. Est-ce que l'iPad a encore un avenir? Quel avenir pour iPadOS? Va-t-il manger purement et simplement le Mac? Mais d'abord, retour sur la genèse de la tablette d'Apple, le dernier produit conçu sous l'ère Steve Jobs. Séquence nostalgie, retour donc le 27 janvier 2010, date de présentation sur la scène du Yerba Buena Center de San Francisco. C'est juste à côté du Moscone Center. Et bien sûr, c'est Steve Jobs en personne et personne d'autre qui a présenté son bébé. Un Steve Jobs bien affaibli par la maladie, qui a présenté sa tablette assis dans un confortable fauteuil Le Corbusier. Et ce sera bien sûr le dernier produit présenté de l'ère Steve Jobs. Il faudra attendre l'Apple Watch pour voir arriver le premier produit de l'ère Tim Cook. Alors, ce n'était pas forcément une surprise pour les fans de la marque et pour les observateurs attentifs que nous étions déjà à l'époque, Thierry, qu'Apple dévoile une tablette, parce qu'on a entendu parler d'une tablette d'Apple depuis l'introduction de l'iPhone. Ça semblait une évolution logique à ce moment-là. Tout à fait. Ce qui est assez drôle à l'époque... Je ne sais pas si tu te souviens, iSlate, iTablet, ça, voilà. Mais et puis surtout à l'époque, il y avait certaines personnes qui racontaient qu'ils avaient vu l'homme, qui avait vu l'homme, qui avait vu la tablette. On n'avait pas vu de design jusqu'au dernier moment. Mais non, c'était bien gardé, mais en tout état de cause, comme ils étaient en train d'essayer de draguer notamment les premiers médias qui allaient supporter cette tablette. Souvenons-nous qu'il y avait un partenaire historique qui est Adobe, et qui était là pour apporter des supports pour créer des contenus. Quoique Flash ne marchait pas sur l'iPad, mais non, pas Flash. C'est peut-être une autre histoire. Et puis il y avait surtout
Didier, beaucoup de fans de la marque qui étaient orphelins du Newton. Non, l'iPad n'est pas la première tablette. Le Newton, ça a été en tout cas l'un des premières tablettes, premier PDA, un Personal Digital Assistant, abandonné par Steve Jobs lorsqu'il est revenu au pouvoir et aux commandes d'Apple. Et il y avait beaucoup d'attentes historiquement chez les fans d'Apple d'une nouvelle tablette, Didier. Parce que le Newton, beaucoup l'appréciaient déjà. Oui, moi je pense que ceux qui aimaient bien le Newton, ils ont quand même été heureux de voir l'iPhone, qui était quand même malgré tout la suite logique. Puisque, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, on faisait des expos, ça commence à remonter, mais on avait ce problème les ordinateurs étaient très lourds. Et on avait donc, il n'y avait pas tellement de choix finalement pour avoir des choses un petit peu portables. Il y avait les Palmes. Donc moi je me rappelle, et surtout, ils n'avaient pas d'autonomie, les ordinateurs. Ils n'avaient pas d'autonomie pour se connecter, c'était très très compliqué. Et finalement, quelque chose où à la limite tu pouvais un petit peu travailler, mais qui était ultra mobile, ça manquait énormément. Et tu voyais les gens qui essayaient de bricoler des trucs. Il y avait, on en parlera après, les tablettes PC, tout ça qui commençait à naître. Mais c'est vrai qu'il manquait ce produit parce que l'iPhone était tout petit, même par rapport à un Newton, c'était quand même beaucoup plus petit en termes d'écran. En plus, tu pouvais pas écrire avec le stylet. Donc c'est vrai que voilà, je pense que Steve Jobs a aussi comblé ce manque finalement. Il a montré d'ailleurs quand tu vois le slide entre l'iPhone et le Mac, il te met l'iPad parce que c'est vraiment la case manquante à l'époque en fait. Ouais, tu le disais, Didier, Apple n'a surtout pas inventé la tablette parce qu'il y a déjà eu le Newton auparavant, et puis surtout entre temps il y a eu la tablette PC de Microsoft, je crois que c'est en 2011 ou 2012. Non, puis il y a eu des prototypes avant. Mais revenons sur cette histoire de Newton, c'est 99. Ouais. La sortie de l'iPad, c'est 11 ans après. 97 qu'il l'arrête. Ouais. Enfin, on pourra vérifier. Là, mais sûrement. 97, il est arrivé, ou alors il l'a arrêté en 98. Ouais. Mais en tout état de cause, la mort du Newton, c'est quelque chose qui était prévisible. Oui, puis c'était pas son bébé. Et puis ce qu'il détestait, c'était le stylet. Il a dit de multiples reprises, et il a dit même lors de l'interview du All Things Digital en disant moi j'aimais pas les pencils, j'aimais pas les pencils lors de l'introduction de l'iPad. Oui, mais c'était pas la seule raison. Il dit ce qui est le mieux, c'est le doigt. Bien sûr, c'est pas la seule raison. Il y avait une machine qui avait pas trouvé son public. Et politiquement, c'était pas son bébé, c'était le bébé de John Sculley, on le sait. Oui, mais c'est quelque chose qu'il haïssait plus que tout parce que c'était quand même une fois encore quelque chose qui était très lent quand même. Lors d'une interview qu'il avait accordée à Wolfsberg lors du All Things Digital, je ne sais pas si tu t'en souviens, Stéphane, c'était chaque mois de mai ou chaque mois de juin à San Francisco, c'était toujours l'occasion d'avoir des interviews exclusives des grands décideurs de la tech. On en est un peu orphelin de ce genre d'événement. Il pointait du doigt les deux principaux défauts justement de la tablette PC de Microsoft. Son stylet et bien sûr Windows. Voilà ce qu'il disait à l'époque, Steve Jobs. Écoutez bien, je cite: l'écriture manuelle était la méthode de saisie la plus lente qui soit. Nous avons réinventé la tablette avec l'iPad. Nous n'avons pas fait comme Microsoft. Il avait une approche, au pluriel, avait une approche complètement différente, et c'est ce qui nous a guidés pour tout le reste. Leur tablette était basée sur un PC. Elle en avait le poids, l'autonomie, tu en parlais tout à l'heure, Thierry, et elle avait un curseur comme un PC, mais dès l'instant où vous prenez un stylet, vous vous retrouvez avec une précision équivalente à celle d'un doigt. Vous ne pouvez pas utiliser le système d'exploitation d'un PC, vous devez le concevoir de zéro. Voilà, donc effectivement, il avait compris que pour faire une tablette, il ne fallait pas un système d'exploitation d'un ordinateur, mais il fallait partir de zéro, Thierry. Oui, totalement. Mais c'est surtout parce qu'il y avait une évolution matérielle prodigieuse, notamment avec les premiers écrans qui permettaient justement d'interagir différemment. Les technologies, c'était plus les mêmes. Et cette technologie d'écran, c'est ce qui a fait toute la différence. Alors, toujours au registre de l'iPad, on apprend pas mal de choses dans la bio de Steve Jobs à propos de la genèse de l'iPad et à propos de la tablette PC. Et c'est suite à une discussion avec une responsable de Microsoft au sujet de la tablette PC que Steve Jobs a décidé de lancer une tablette, car il avait été fortement agacé par les dires de ses responsables de Microsoft, qui lui disaient que tu vas voir, le tablette PC va changer la face du monde. Et voilà ce qu'il avait déclaré à l'époque: on va montrer à ces tocards ce qu'est qu'une tablette digne de ce nom. Ça, c'est du Steve Jobs pur jus. Et dès le lendemain, il réunit ses équipes. On avait reçu Tony Fadell dans cette émission et qui nous avait aussi raconté cet épisode en off. Je veux réaliser une tablette électronique sans clavier ni stylet. Il avait déjà une vision très précise de cela. Mais surprise, Stéphane, on a appris, et d'ailleurs Tony Fadell nous l'avait raconté également, souviens-toi, que le prochain iPad est né avant l'iPhone. Et ce n'est qu'après que finalement les recherches de l'iPad ont plutôt bénéficié d'abord à l'iPhone, et ils ont sorti le projet plus tard, c'est bien ça ?
Ben oui, c'est ça. Et ce qui paraît dingue, c'est que moi, quand on regarde la chronologie des sorties des produits, ça paraît plus logique. Est-ce que ça aurait surpris que Apple sorte un iPad après avoir sorti le MacBook Air, ou ça aurait plus surpris qu'ils sortent un téléphone après avoir sorti des MacBook Air? Enfin, mon choix. Donc c'était plus intéressant et plus marquant. Donc c'est normal qu'ils aient fait ces sorties-là. Moi, en tout cas, moi, personnellement, quand tu regardes un peu la chronologie, on marque plus les esprits avec quelque chose de complètement nouveau, comme était le téléphone en 2007. Ouais, il a eu ce pressentiment de se dire que ce qui fait la valeur ajoutée, ce qui fait que on va y revenir, que la tablette d'Apple a fonctionné, contrairement à toutes les autres, tu le disais, c'est son écran et surtout son interface tactile multipoint, la possibilité de zoomer en pinçant ou d'écarter les doigts. Ça, c'était vraiment révolutionnaire sur l'iPhone et sur l'iPad. Et il a eu ce sentiment, Didier, ce feeling de comprendre qu'il fallait mettre ça d'abord sur un téléphone. En fait, toute la base de tout ça, c'est quand même le tactile, avec les doigts, quoi. Et c'est vrai que ton iPhone, tu vas pas lui mettre un clavier, une souris ou un stylet, c'est trop galère. Donc c'est vrai que d'avoir mis au point cette interface, ça correspondait beaucoup plus à cet usage-là, qu'allait être aussi beaucoup plus grand public, puisque effectivement les téléphones, tout le monde commençait à en avoir à cette époque-là. Tu avais commencé à avoir besoin d'aller sur Internet, enfin de faire des choses avec tes doigts sur ces écrans-là. Et moi, je trouve que c'est assez amusant quand même quand on écoute ça. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, tous les gens, ils ont quasiment tous un clavier sur leur iPad, et puis tous ceux, une grande partie, on va dire, un stylet. Et c'est quand même fou de se dire, tiens, il est parti de ce précepte de ne pas en mettre pour que finalement on arrive là-dessus, qu'on se rapproche quelque part d'un système d'exploitation, tu vois, de plus en plus complexe. Mais parce qu'il a fallu passer par là. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il réinvente déjà la partie tactile pour faire l'iPhone et pour faire une tablette un peu grand public. Mais encore une fois, un produit un peu plus abouti, quoi. Tout le monde fait des tablettes tactiles sans clavier, tout le monde fait des écrans, des smartphones sans clavier. Ça semble une évidence aujourd'hui, mais avant que Apple le fasse, et Steve Jobs l'impose, et encore une fois, Tony Fadell nous l'avait raconté dans l'émission, il a fallu que Steve Jobs impose sa vision, parce que les gens leur disaient en interne, tu es fou Steve, il faut un clavier sur ton téléphone. Parce que BlackBerry mettait un téléphone, tous les constructeurs mettaient un téléphone sur clavier, ça ne peut pas marcher. Donc ça semble une évidence aujourd'hui, mais à l'époque, et c'est là où on voit l'importance d'avoir un CEO qui a une vision produit des choses, et pas uniquement une vision marché. Il n'y a pas de message caché dans ce que je dis, quoique, pour avoir la force de persuasion, de convaincre ses équipes d'y aller, et avoir une vraie vision produit. La vision produit, ce qui est génial, c'est aussi d'avoir eu ce petit truc de se dire, et si on pouvait ajouter des applications derrière? Parce que ça, on a oublié, c'est que le premier iPhone, il n'y avait pas le magasin applicatif, et la force de l'iPad, quand il est sorti, c'est que le système était plus mature. Donc pour moi, la raison pour laquelle l'iPad est sorti après l'iPhone, c'est que l'environnement logiciel est devenu plus mature et plus adapté justement au développement des usages. L'iPhone, au début, c'était juste pour téléphoner, aller sur Internet et puis écouter sa musique. On l'a oublié. Oui, bien sûr. Et en clair, Steve Jobs, s'il sortait d'abord l'iPad avant l'iPhone, il prenait le risque de sortir une nouvelle plateforme sans environnement. C'est ce qui a tué les concurrents. Ce qui a tué la concurrence, ce qui a tué le Newton qui ne s'est jamais développé. Et il a fait le pari de développer d'abord l'iPhone qui a connu un formidable succès. Et ils ont lancé... même si c'était un petit accident industriel au départ, il n'avait pas vraiment prémédité le magasin d'applications. Souviens-toi, au départ, il n'y avait pas d'application sur l'iPhone. Et que finalement, un écosystème s'est créé et dont a bénéficié l'iPad. Et on comprend dès lors pourquoi, lorsque l'iPad est arrivé 3 ans après la sortie de l'iPhone, moi, je n'avais pas été esbaudi par son design. Je me dis, après tout, c'est simplement un iPhone grand format. Et c'était ça, Didier, un iPhone grand format. Oui, d'ailleurs, j'ai relu un petit peu les articles de l'époque et c'est vrai qu'on se posait déjà la question, à quoi sert l'iPad? Qu'est-ce que c'est que je crois même qu'on parlait plutôt d'une espèce d'iPod Touch agrandi. Je sais plus si l'iPod Touch... Non, il n'était pas encore sorti à l'époque, je crois. Oui, il était sorti l'iPod Touch. Il était sorti. Oui, il était sorti. Et on parlait de grand iPod Touch. Ouais, oui, parce qu'il ne permettait pas de téléphoner quand même. Bah ouais, t'étais un peu bloqué. Voilà. Les applis, c'était beaucoup des applis adaptées quand même de l'iPhone. Donc c'est vrai qu'on avait du mal encore à voir. Le bouton x2, tu appuyais x2, ça zoomait dans l'interface de... c'était une application d'iPhone, on zoomait dedans pour l'avoir en plein écran sur l'iPad, mais l'écosystème s'est bien développé. Alors ce qui est amusant, et on a un vieux briscard de la presse informatique,
c'est un terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui, hein. Mais avec Thierry qui a connu beaucoup de canards du monde PC, du monde Windows. Et bizarrement, le moment où Steve Jobs lance sa tablette, c'est le moment où Microsoft abandonne la sienne, ou du moins son projet de tablette tactile s'appelait la Microsoft Courier. Je ne sais pas si tu t'en souviens, avec ces deux écrans. Mais c'était 10 ans avant la Surface Duo aujourd'hui. Ouais, et on se dit, mais ça a été quel manque de vision. Très décevant, d'une part. Effectivement, une absence totale de vision pour un environnement qui était le leur. Et puis, ils avaient commencé à lancer le projet de Windows 8, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Et ils ont tout misé là-dessus. Et ils se sont cassés la gueule à cause de ça. Parce qu'ils voulaient, encore une fois, préserver leur écosystème qui était le monde du PC. Et encore une fois, vous l'avez compris, adapter le monde du PC à une tablette, ce n'était pas forcément évident. Revenons donc ce 27 janvier 2010. Alors, est-ce que vous vous souvenez, à l'époque, comment vous avez perçu cet objet ? Je me souviens, moi, j'étais avec Cédric. Cédric Ingrand, qui n'est pas là aujourd'hui, était à San Francisco pour LCI. Moi, j'étais en plateau chez LCI Radio et on commentait en direct. Il y avait plutôt un scepticisme à l'époque, notamment des concurrents d'Apple et des analystes, parce que tout le monde attendait plutôt tu te souviens, les IIPC, ces mini-PC low cost, ce qu'on appelait les netbooks, c'était vraiment le format de l'époque. Apple devait produire un netbook et Steve Jobs a dit niet. Et il a eu raison, parce que le netbook, il faut le rappeler, c'était une version dégradée, ni plus ni moins du PC. Il y a même eu une version... 300 € à l'époque. Oui, puis il y a eu une version de l'OS de Microsoft qui était une version également dégradée, parce que leur business d'affaires, enfin le modèle d'affaires de Microsoft, c'était la perception de licence sur la vente de systèmes d'exploitation. Alors que là, chez Apple, c'était totalement la différence. C'était la capacité de réinventer from scratch et de maîtriser la globalité de l'écosystème. Et c'est ce qui fait un peu la magie chez Apple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas toutes les contraintes qui leur ont été imposées par les uns et les autres. C'était Intel d'un côté, c'était les fabricants de composants graphiques de l'autre. Voilà. Et là, la force de quelqu'un comme Steve Jobs, c'était justement de renoncer à la réalité. Moi, je veux un truc nouveau qui fonctionne. Et il a poussé très, très loin le curseur pour imposer à tous sa vision à lui. Ouais, et il y avait surtout, Stéphane, encore une fois on y revient, cet écran multipoint, hein, et l'avantage de l'écran multipoint, c'est qu'on peut l'utiliser, n'importe qui peut l'utiliser, cet iPad, sans besoin de lire un manuel, ce qui n'était pas le cas d'une tablette PC à l'époque, même un netbook. On n'a qu'à voir l'usage aujourd'hui des enfants de l'iPad, c'est quand même assez dingue de voir la chose. Je dirais au-delà, Stéphane, c'est vraiment un objet privilégié des personnes âgées, parce que contrairement à l'ordinateur, il n'y a rien à configurer, hein. Il n'y a rien à configurer, bien évidemment, mais en plus, ils utilisent tous les avantages des services Apple avec FaceTime, les photos et même e-message. Et donc, c'est quelque chose quand même qui est devenu dans le commun d'utilisation des enfants et aussi des seniors, tu as bien raison de le noter. Et ce qui était même dingue, et donc il y avait une conférence sur l'intelligence artificielle de quelqu'un qu'on va bientôt recevoir dans Refait le Mac, je crois, de mémoire, non, mais je ne vais pas le citer, et qui disait, c'est vrai qu'une intelligence artificielle, par définition, a besoin de plein d'informations pour pouvoir réussir à apprivoiser l'environnement. Un enfant, quand il voit un chat 2 fois, il comprend au 3e chat que c'est un chat. Une intelligence artificielle aura besoin de 100 000 photos de chats pour être sûr que ce soit un chat. Eh bien, l'iPad, c'est comme l'iPhone aussi, mais que là, on était en grand, la compréhension de la gestuelle était quand même quasi innée. Instinctive, c'est ça qui était... dirons-nous. Ouais, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne feront pas ce geste-là ou ce geste-là ou ces gestes-là. Pour eux, c'est complètement... voilà. Et donc, c'est sûr que l'iPad, voir en grand, en démultiplier des photos qu'on avait vues sur des téléphones qui n'étaient pas très grands à l'époque, hein, c'était quelque chose quand même qui était fabuleux. Et la population, au fil de ces 10 années, s'est trouvée et a, je pense, maintenu le produit à flot pour éviter une possible disparition à travers les différentes évolutions des différents produits, parce que les téléphones ont grandi de façon très importante en 10 ans, et les ordinateurs se sont amincis, voire même on a l'impression que c'était des iPads avec clavier pour le MacBook en particulier. Donc c'est sûr que la concurrence est de plus en plus forte d'un côté comme de l'autre.
Une question plutôt une réaction de Morgane au sujet des évolutions qui vous a le plus marqué ou qui vous ont le plus marqué ces 10 dernières années au sujet de l'iPad. Voilà ce qu'il nous dit Morgane. Perso, je dirais le prix, proposer une entrée de gamme. Un produit qu'on publie à 389 € de la part d'Apple, ça semble réjouir, effectivement. Certes, les technologies sont un peu dépassées, mais pour les plus grands nombres, c'est suffisant. Même l'iPod original était à 499 €. Alors oui, c'est vrai que 499 €, ça peut paraître cher aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment pas cher, hein, 100 € de plus que ce qu'annonce notre Tweetos. C'était la vraie surprise, Didier, de l'annonce de Steve Jobs. Parce qu'on s'attendait à un prix beaucoup plus élevé à l'époque. Hein. Il y a eu pas mal de fuites, comme nous l'avait expliqué Thierry en amont de cette keynote, Didier. Et oui, mais on se demande même si le prix, tu vois, il l'a pas fixé un peu, pas au dernier moment, mais enfin, voilà. Hein, des fois, les grandes boîtes comme ça testent un petit peu avec des médias en laissant fuiter des prix. Alors là, le prix qui fuitait juste avant, c'était 1 000 $, ce qui choquait pas tant que ça les gens, hein, par rapport à la technologie. Par rapport à la tarification d'Apple, oui, bien sûr. Voilà, par rapport à la prix d'un iPhone, tout simplement. Un iPhone valait 600 € à l'époque. Vendre un iPad 1 000 $, c'était pas une hérésie? Non, totalement. Mais voilà, il y avait l'écran multipoint. Enfin, c'était quelque chose qui n'existait pas, donc potentiellement, ça n'avait pas forcément de prix. On ne savait pas trop quel était le range là-dessus. Mais c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur ce que nous dit notre Tweetos, c'est vrai que même aujourd'hui, moi, j'ai pas mal de questions d'étudiants qui me demandent bon, bah voilà, je dois investir pour mes cours. Est-ce que ça vaut le coup de mettre aujourd'hui, il faut mettre quasiment 1200, 1300 balles hein, pour un Mac Pro. Pour un MacBook Air par exemple, si tu veux, avec un petit peu de mémoire et tout, tu peux quand même te poser la question de dire bah tiens, est-ce que pour un an ou deux, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un iPad? Est-ce que maintenant qu'il est relativement mature, et aujourd'hui ça reste quand même un excellent rapport qualité-prix, et ça Apple a toujours pas bougé là-dessus finalement, même si oui c'est un petit peu dépassé, mais pour ce que tu fais, pour l'usage derrière, même pour faire, tu vois, pour regarder Netflix, pour les enfants, enfin on n'a pas besoin d'avoir des produits ultra chers, d'autant qu'en plus aussi il faut quand ils se cassent, l'écran des iPads se casse quand même assez facilement, donc ça te coûte aussi moins cher à faire réparer, donc ça reste l'atout principal de l'iPad aujourd'hui, le prix. On revient sur l'anecdote justement de ce prix qui a fuité. Tu nous rappelles cette anecdote, Thierry, qui a fuité dans le... Normalement, ça aurait dû valoir 1 000 $. Hein. Ouais. Voilà, et tout d'un coup, quand Jobs a révélé le prix, il a effectivement, vous l'attendiez à 999 et plaf, ça faisait un peu vendeur de chou-fleur, hein. Tout d'un coup, vous vouliez à 499 $. Tu es persuadé qu'il allait être à 1 000 $. Mais tu le disais tout à l'heure, 499 $. C'était exceptionnel pour eux. Hein. Tu disais tout à l'heure en amont, Apple avait fait la tournée des grands médias, puisqu'ils voulaient transformer, on va en parler dans un instant, l'iPad comme vraiment un instrument pour moderniser et, entre guillemets, sauver la presse papier et faire qu'elle devienne purement digitale via les tablettes, transformer un magazine et un journal en sa version numérique, pas simplement un site internet. Donc ça, c'était pas très visionnaire. Bon, ça, on oublie. C'était peut-être visionnaire, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. On y reviendra. Et ils avaient fait donc la tournée des pop-up et notamment la tournée auprès du New York Times. Ils avaient fait une démo, parce que le New York Times était le premier éditeur de presse aux États-Unis à adopter le format de l'iPad pour son site internet. Et comme par hasard, ils avaient fait... Ouais. Et ils avaient fait fuiter le prix en disant ouais, ça va coûter autour des 1 000 $. Et évidemment, mais vous le gardez pour vous. On ne dit jamais ça à un journaliste, évidemment. Et la rumeur a fait le boule de neige. Elle était reprise par tous les sites de rumeurs à l'époque. Et voilà. Et donc, on était tous persuadés qu'il était autour des 1 000 $. Et c'était la moitié. C'est en tout cas une belle démonstration que parfois Apple orchestre ou alimente les rumeurs. En tout cas, là, ils ont été pris dans la main dans la confiture. Bref, tout était réuni pour que l'iPad puisse être un succès. Et ce dernier fut au rendez-vous, même si, comme on va le voir dans un instant, tous les espoirs qu'avait fondés en lui Steve Jobs ne se sont pas tous réalisés, loin de là. Mais tout d'abord, place au busomètre. Le busomètre, quelles sont les rumeurs ou infos qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever, Didier ? Et on commence avec le département de la justice américain qui s'intéresse aux pratiques d'Apple et en particulier donc de l'App Store. Tu sais qu'en Europe, il y a des histoires un petit peu d'antitrust autour de Spotify notamment. Et en fait, aux États-Unis, le département de la justice aurait interviewé quelques développeurs, qui se sont fait un petit peu spoiler sur l'App Store. On pense notamment à ceux qui proposaient des systèmes de filtre parental qu'Apple a exclus de la boutique, puis les a fait revenir un petit peu par la petite porte
pour certains. Donc voilà, effectivement, ces pratiques commencent à titiller un petit peu les États-Unis. Et jusqu'à présent, c'était quand même plutôt une affaire européenne, puisque on sentait bien que, surtout en ce moment avec l'administration Trump, ils voulaient pas trop embêter les GAFA. Donc voilà, on va voir un petit peu la suite à donner à tout ça. Pour l'instant, c'est seulement quelques éditeurs. On se souvient aussi que l'histoire de Spotify l'an dernier, ça avait aussi suscité l'intérêt effectivement des autorités américaines. Donc voilà, suite au prochain épisode. Deuxième rumeur ou info? Alors là, c'est cette semaine, je vous en reparlerai un petit peu après, mais on a GeForce Now, qui est un système de cloud gaming, donc qui est arrivé sur Mac, donc sur PC aussi, sur Android et pas sur iOS. Donc ils ont eu le même problème que Google. Par contre, quand tu vois d'autres services comme Shadow qui ont été validés, tu te demandes un petit peu comment tout ça est décidé. Mais c'est vrai que c'est Nvidia, ils sont pas très copains avec Apple en ce moment. Et puis en plus, là, tu as Apple Arcade en face, donc je pense que voilà, il faut pas chercher midi à 14h. Mais c'est un peu dommage parce que sur iOS, ça aurait pu être cool. Troisième rumeur ou info? Alors là, c'est un brevet assez rigolo. D'ailleurs, je pense que ça va beaucoup t'amuser. Apple travaille sur une version de son clavier avec touch bar, donc un clavier pour ordinateur de bureau. Clavier à part. Fil et tout, on sait pas trop parce qu'il faut quand même, tu vois, il faut de l'énergie pour un écran, tout ça. C'est un brevet, donc ça peut être quelque chose aussi qui a été déposé il y a longtemps. Mais tarde, cette évolution. Voilà, on verra un petit peu. Et j'ai un deuxième brevet donc dans ce petit busomètre qui cette fois touche l'iPhone, puisque tu sais que donc Apple n'a pas encore d'iPhone pliable, contrairement à Samsung. Et ben là, il y a des brevets là depuis quelques temps qui commencent à sortir avec des systèmes de charnières assez évolués. Donc voilà, Apple travaille quand même sur le sujet malgré tout. Dernière rumeur ou tu as terminé là? Oui, et dernière rumeur encore. Alors là, justement, ça nous intéresse maintenant, puisque selon les analystes, l'iPad se serait mieux vendu en 2019. On aurait une hausse du nombre d'unités vendues. Mais par contre, il rapporte moins, ce qui fait que le chiffre d'affaires, tu sais qu'annonce Apple donne plus le chiffre des unités vendues. Et en légère baisse, ce qui veut dire en gros qu'on achète plus d'iPad, mais moins cher. Retour sur la saga iPad, le succès foudroyant, mais qui s'est assez rapidement essoufflé. iPad, un succès foudroyant et un trou d'air. Après l'iPhone, Steve Jobs a réussi à nouveau son pari. Apple a écoulé en seulement un peu moins de 3 mois 3 millions d'exemplaires d'iPad, ce qui a été énorme à l'époque. Et le succès va aller crescendo, jugez plutôt avec cette image. Plus de 4 millions le quatrième trimestre 2010. Les ventes s'envolent pour atteindre les 26 millions d'exemplaires en 2014 lors du trimestre de Noël. Là, ça a été vraiment le point culminant sur le record absolu des ventes d'iPad. Après ce trimestre-là, les ventes vont avoir de cesse de décliner, même si elles vont rester tout de même confortables. Et ils ne vont finalement d'y à se remettre à croître qu'en 2018 avec l'arrivée des iPad Pro équipés de Face ID et dépourvus de boutons. Comment, justement, après une telle euphorie pendant 3-4 ans, expliquer cet essoufflement relatif, mais qui s'est fait ressentir et il a fallu du temps pour qu'Apple retrouve le chemin de la croissance, Didier? Je dirais que le problème qu'ils ont eu, c'est qu'il y a eu l'euphorie, justement. C'est-à-dire que quand tu regardes les ventes au début, on est passé de 2 millions à 8 millions une année, puis après on était quasiment à 14. Enfin, c'est complètement dingue sur un lancement de produit d'avoir autant de succès dès le début. Et aujourd'hui, ils se vendent à peu près autour de 4-5 millions d'iPad par trimestre. C'est autant que de Mac, en fait. Donc, effectivement, on n'a pas eu le succès très très grand public parce que voilà, l'iPad c'est peut-être pas forcément un produit que tout le monde veut avoir comme un iPhone par exemple, mais c'est quand même un produit qui marche. Et je pense que c'est vrai que ces ventes se sont tassées pour différentes raisons, parce qu'ils ont eu du mal aussi à le renouveler, parce que l'iPad dure quand même très longtemps, parce qu'il manquait aussi peut-être une vision professionnelle qu'ils ont pas eu pendant pas mal d'années, qui commence à avoir depuis seulement quelques années. Donc là voilà, ça relance un petit peu les ventes. Mais c'est vrai que ça reste un produit qui se vend bien. Et même aujourd'hui, quand tu parles de tablettes tactiles, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que Samsung en vendait aussi des pelletés, l'iPad a une part de marché qui a largement progressé, que là, en 2019, quasiment tous les constructeurs ont vu des baisses, mais des baisses énormes. Je crois que Samsung, ils sont à moins 17%. Et l'iPad, c'est le seul qui progresse. Donc Apple réussit quand même son pari. Par contre, c'est vrai que sur l'ensemble du segment, voilà, peut-être qu'il n'a pas encore exactement trouvé ce que Steve Jobs voulait faire au début, c'est-à-dire remplacer complètement l'ordinateur. Voilà, là, je pense qu'on va en discuter juste après, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une petite absence de vision à ce niveau-là, quoi. Nous, en tant que journaliste, souviens-toi, on était vraiment excités, Thierry, par l'annonce de l'iPad, parce que on en parlait tout à l'heure, un formidable moyen de
de renouveler notre métier, nous qui venons de la presse papier à l'origine. Hein, et Steve Jobs y croyait beaucoup. Il disait l'iPad va sauver la presse. On a même fait un vieux, on refait le Mac il y a 7 ou 8 ans dans les locaux de Libération. Et sur ce point, ce fut un échec cuisant de la part de Steve Jobs. C'était d'autant plus un échec cuisant que c'était prévisible. Enfin, moi, à l'époque, je pilotais plusieurs magazines, d'accord. J'avais un patron qui me pressait justement voilà, c'était la magie. Fallait que. C'était au sein du groupe 01 à l'époque. Hein, oui, enfin, ça avait déjà changé de nom, mais on va pas. C'était 01net, c'était l'ordinateur individuel, c'était. C'était Micro Hebdo, voilà. Et on se trouvait confronté effectivement avec cette espèce de vision. Tout d'un coup, un appareil à 500 € allait sauver la presse. Et là, moi, je suis devenu schizophrène. Parce que d'un côté, on avait un site internet qu'on développait qui fonctionnait extraordinairement bien, mais qui était un modèle gratuit. De l'autre côté, c'était un modèle payant qui commençait effectivement à montrer une certaine forme d'essoufflement. Et tout d'un coup, cette machine devait révolutionner la presse. Mais ce n'était pas possible. D'abord, ça coûtait extrêmement cher de développer des contenus spécifiques parce que à l'époque, souvenez-vous, on pouvait tourner la tablette dans les deux sens avec les magazines et l'environnement Adobe. Donc, il fallait doubler le nombre de maquettes, il fallait les rendre effectivement interactives, donc créer du contenu supplémentaire. Ouais. Donc, il y avait une accumulation de coûts. Et on n'a jamais vu la moindre recette en face. Mais surtout qu'il y a des problèmes de TVA. Enfin, pas rentrer dans le détail de la presse en France. C'était pas qu'un problème de TVA, c'était surtout et avant tout un manque de clairvoyance. Il faut se souvenir que quelques grands groupes y ont cru, dans le groupe de Rupert Murdoch, le célèbre magnat de la presse australien d'origine, qui avait lancé en 2011 The Daily, qui était le premier quotidien dédié à l'iPad. Il coûtait moins d'$1 l'exemplaire, $40 par an, donc rien du tout. Un investissement à l'époque de $30 millions, un coût de fonctionnement de $500 000 par semaine, ce fut un flop cuisant. Pourtant, c'était très novateur. Il y avait des vidéos, il y avait des couvertures qui étaient animées, c'était assez extraordinaire. C'est pas ça l'innovation. Mais surtout, le public n'était pas mûr pour payer la faux. Voilà, l'innovation, c'est quoi ? C'est changer des usages. Là, il n'y avait aucun changement d'usage. C'était juste de dire, écoutez, avant, il y a un truc qui ne vaut pas cher, qui est un magazine, c'est quoi ? C'est une tablette, c'est mobile, ça supporte la flotte, ça supporte le soleil, c'est lisible en toutes circonstances, ça n'a pas besoin d'être rechargé. On n'a pas besoin, en plus, de payer un support à 500 €. Enfin, c'était absurde d'avoir ce genre de vision. Alors, autre vision qui était de Steve Jobs qui était forte et qui était annoncée par Apple à ce moment-là, c'était que l'Apple allait réussir à imposer enfin sa vision du cartable numérique. L'iPad allait être un cartable numérique. Alors, je me tourne vers Stéphane, qui le milieu de l'éducation, il connaît bien avec Ionis. Est-ce que c'est un peu le cas, mais ça n'a pas été non plus un raz-de-marée. Le raz-de-marée à espérer, en tout cas, Stéphane. C'est pas le raz-de-marée. Ils ont fait même plusieurs offres dédiées, surtout aux États-Unis. Et certains conseils régionaux en France ont pu éventuellement faire l'acquisition. D'autres marques aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué d'imposer des écrans à des enfants, alors que de l'autre côté, certains jouent les vierges effarouchées, dire non, pas les écrans trop pour nos enfants, faut pas. Et puis parfois un frein au sein même du système éducatif aussi. Les profs sont pas forcément très motivés pour se former. Une fragmentation d'un marché. Faut rappeler que au cœur de ça, c'est l'offre totalement éducative de contenu, qui est une offre qui n'est pas unique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque établissement est piloté indirectement, soit par sa commune, soit par le département, soit par la région, et rarement par un unique acteur qui peut imposer une vision. Alors, autre vision plus globale, cette fois-ci de Steve Jobs, souviens-toi Didier, c'est celle de l'ère post-PC, à l'image de la réaction, regardez, de notre tweetos très fidèle, Dark Linux sur Twitter. Voilà ce qu'il dit. La révolution, j'imagine, de l'iPad n'a-t-elle pas échoué ? Le PC est toujours là, mais l'iPad, hormis la puissance, n'est qu'un terminal HD pour le grand public. Il est un peu sévère comme d'habitude. C'est vrai que si on revient à l'ère post-Steve Jobs, l'ère post-PC, c'est plutôt l'ère post-Steve Jobs qui s'est imposée pour tenter de professionnaliser l'iPad. C'est après que c'est arrivé. Il faut rappeler l'idée de la camionnette, en fait. Tu te souviens de cette expression qu'avait eue Steve Jobs ? En gros, le PC, c'est une camionnette. Un peu comme autrefois, le camion, la camionnette aux États-Unis était utilisée pour tous les usages, se transporter et les fermes, les choses comme ça aux États-Unis. Puis dans les villes, on avait la voiture. La voiture, ce sera l'iPad. Voilà, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au contraire. Ça ne s'est pas passé parce que Steve Jobs n'était plus là. Parce que
Et là, personne ne pourra réécrire l'histoire, le bonhomme n'étant plus là. On a vu effectivement un glissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est mon deuxième écran. C'est le deuxième écran de mon Mac. Surtout qu'il y a une fonction qui permet de voilà. vraiment et là, le transformer. C'est activé, c'est fantastique, ça marche très bien. Là, c'est l'écran de ton Mac en tactile. C'est pour ça qu'on est dans un environnement qui est pas celui de la voiture individuelle. Alors, bien sûr que c'est une voiture individuelle, dans le sens où il n'y a pas plus mobile. Mais aujourd'hui, quand on regarde le form factor des ordinateurs, un ordinateur Surface, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc, on a l'impression que quand on veut professionnaliser l'iPad et que et c'est arrivé après que Steve Jobs, tu l'as dit, ait quitté Apple et soit décédé, on veut le transformer quelque part en un ordinateur. C'est là où finalement le bas blesse. Ou alors, on va dire que c'est la marche arrière par rapport à une Surface. Une Surface, c'est quoi? C'est un PC Windows qui a essayé de s'adapter au tactile. Et là, c'est un tactile qui a essayé de grossir et de devenir d'abord quelque chose de à la fois, dans un premier temps, complémentaire. Et aujourd'hui, on va en parler, ça commence à essayer de sortir tout seul de l'environnement iMac auquel c'est encore associé. Alors Didier, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'iPad a terminé sa mue? iPadOS, aujourd'hui, est-il, selon toi, mature pour être aussi productif, on en parlait en amont mais on va conclure là-dessus, qu'un Mac ou un PC? Oui, c'est un formidable outil de bureautique, mais pour le reste? Mais moi, je pense que Steve Jobs, il s'est pas trompé sur une chose, c'est qu'un iPad, enfin, il a vu un peu la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens ont des portables. Les portables sont devenus beaucoup plus compacts, beaucoup plus petits à transporter, alors qu'à l'époque de l'iPad, rappelle-toi, c'était quand même gros un ordi, hein, c'était très épais, c'était assez lourd. Là, maintenant, c'est vrai qu'on a eu des gros progrès autour de ça. Après, moi, ça me gêne toujours ces comparaisons de comparer toujours l'iPad et le Mac. En fait, Steve Jobs n'aurait jamais dû dire qu'il y a une ère post-PC parce qu'il parlait vraiment de ces grosses tours PC, je pense. Et c'est vrai que nous, on a senti ça comme le Mac va disparaître. Et c'est plus un outil de plus qui convient à plein de gens. Qui a des usages un peu particuliers. Après, comme le disait Thierry, peut-être qu'en l'absence de Jobs, il ne s'est pas développé comme il aurait dû se développer pour effectivement arriver à conquérir de nouveaux marchés. Il n'a pas remplacé l'ordinateur pour plein de raisons, parce que déjà, tu ne peux pas avoir de la puissance d'une tour hein, sur un petit produit comme ça encore aujourd'hui. Il y a le problème des gens, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent avec un bureau, avec un écran, tu vois, qui ne peuvent pas être sur un écran de 10 pouces toute la journée. Il y a tellement de raisons qui font que cet iPad n'est pas un Mac, mais il y a tout autant de raisons qui font qu'il y a plein de gens qui ont un usage extrêmement mobile de ce produit, qui trouvent tout à fait leur petit. Donc, ouais, aujourd'hui, il a le cul un peu entre deux chaises parce qu'on sent qu'il y a eu un peu des carences en matière de développement, qu'on ne sait pas trop où ils veulent aller. Même aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Il a fallu comment ils te le vendent? Presque 10 ans, là, dans quelques semaines, normalement, sans rien déflorer de la part d'Adobe, Photoshop devrait enfin arriver, la version de Photoshop sur iPadOS, identique quasiment en termes de fonctionnalité et de puissance de celle que vous avez sur un Mac ou un PC. Et puis, il a fallu attendre très longtemps. Regardez à l'image de la réaction de Julien sur Twitter. iPadOS, donc là, pour lui, c'est l'évolution la plus marquante de ces 10 dernières années, clairement, pour pouvoir utiliser un disque dur tout simplement en externe sur son iPad. Jamais je n'y aurais cru, et ça a été une avancée vraiment importante quand vous travaillez, de pouvoir simplement, quand vous êtes photographe, vous travaillez sur des images, de pouvoir les charger sur un disque dur. Ça semble le minimum syndical, et c'est plutôt une bonne surprise d'iOS 13, on ne s'y attendait pas. Autre question, justement sur le côté plus professionnel de l'iPad d'Emmanuel Valencia sur Twitter. Bonjour l'équipe de Refait le Mac. Serait-il envisageable d'avoir des applications de macOS optimisées pour iPad pour la prochaine version de iPadOS? Il pense notamment à Final Cut Pro. Est-ce possible que l'iPad remplace un jour un MacBook Pro, si ce n'est dans plusieurs années? Et vive ORL Mac, c'est l'hashtag dont Refait le Mac. Merci à toi. On va se tourner pour Final Cut Pro. On va peut-être se tourner d'abord vers Didier, puis on posera la question ensuite à Stéphane. Didier. Alors, c'est rigolo parce que cette semaine, il y a eu un brevet qui a été validé par Apple, mais qui date déjà d'1 an et demi, où tu vois l'interface de l'iPad avec une icône marquée Final Cut Pro. Donc c'est Apple qui l'a mis comme ça. Et bon, tu te dis, est-ce qu'ils ont sûrement une petite version qui tourne un peu, mais moi en fait, je vois un petit peu comme la vision d'Adobe, c'est-à-dire que si tu arrives sur l'iPad avec des outils, il faut qu'il soit quand même adapté à l'iPad. C'est-à-dire qu'aller refaire le même Final Cut sur l'iPad, je ne pense pas que c'est un intérêt énorme. Par contre, ça pourrait être un outil de travail ultra mobile, tu vois, pour arriver à monter des plans, etc. Mais s'ils ne l'ont pas sorti aujourd'hui, c'est que soit ça ne les satisfait pas par rapport à des outils comme tu vois, LumaFusion, iMovie, enfin des choses relativement simples aujourd'hui, mais avec lesquelles tu peux quand même faire pas mal de choses. Et
peut-être Oui, qu'ils il y se a disent aussi. quelques outils de montage qui sont vraiment pas mal aujourd'hui sur l'iPad. Oui, ils sont pas mal, mais en fait, tu peux pas. Enfin, tu peux faire des petites choses, mais tu peux pas vraiment faire ce que tu fais avec Final Cut. Et ce problème-là, on l'aura toujours. Et même quand tu vois aujourd'hui Photoshop, ils nous ont fait quand même une promesse. Ça a mis 1 an à arriver. Le truc, il y a 3 pauvres fonctions toutes pourries. Il va falloir encore attendre au moins 2 ou 3 ans avant de récupérer peut-être 20 ou 30% des fonctions. Et en fait, on va avoir ce problème-là pour toutes les applis. C'est-à-dire que déjà que sur Mac, on avait du mal à avoir des applis. Alors là, pour motiver les éditeurs, ça va être très compliqué. Donc, Apple doit trouver une solution. Peut-être que ça va venir avec ces systèmes, la Catalyst et compagnie, qui te permettent un peu de mutualiser tes développements. Mais comme il faut garder ce côté tactile d'un côté et ce côté desktop de l'autre, moi je suis assez pessimiste sur l'évolution de tout ça. En tout cas, pour l'instant, tu vois, ceux qui utilisent par exemple Office, ils te disent bon, ça va un peu pour faire un peu d'Office, mais tu fais du Excel, t'en as marre au bout de 5 minutes. C'est pas possible là, sans trackpad, avec le truc est lent au possible, il n'y a pas toutes les fonctions, il n'y a pas de basique. Il manque beaucoup trop de choses encore aujourd'hui. Ouais. Stéphane, de ton côté, est-ce que tu peux répondre à notre tweeto? Est-ce que tu penses qu'à terme, tu pourrais remplacer ton Mac complètement par un iPad? Brièvement, Stéphane. Oui, moi je suis ni architecte ni monteur, etc. Donc mes besoins sont basiques. Vu que j'ai des besoins basiques, je peux potentiellement l'utiliser et n'utiliser que ça. Preuve en est, quand mon ordinateur ou un de mes ordinateurs était en réparation pour un problème de clavier, pas besoin je pense pas avoir été le seul là-dessus, j'ai pu travailler sans aucun problème avec fichiers et j'avais en tant que sans difficulté. Et c'est le parfait complément du travailleur compulsif des temps modernes, qui ne s'arrête jamais de travailler, qui fait pas, qui a toujours 5 minutes pour faire un mail, répondre à un message ou pouvoir regarder un film. Et c'est l'outil parfait en fait. Et ça correspond quasiment à une génération complète qui sont les millennials. Allez, oui, c'est vrai, je pense que tu as raison, c'est assez générationnel. Hein. Je pense que nous qui avons grandi avec des ordinateurs, c'est parfois un peu difficile de revenir en termes d'ergonomie à une tablette et vice-versa. Nos enfants sont beaucoup plus à l'aise. Ça te brûlait les lèvres de parler de l'avenir de l'iPad. C'est l'objet de ce dernier chapitre. Quel avenir pour l'iPad? C'est la question posée par Potra TV sur Twitter. Quel avenir voyez-vous pour l'iPad? Alors c'est vrai qu'il y a encore pas mal de faiblesses pour avoir iPadOS. Et d'une manière générale, vous êtes très nombreux à nous avoir demandé, à pointer du doigt une de ces carences qui serait la gestion du mode multisession. La possibilité de créer plusieurs comptes utilisateurs pour chaque membre de la famille, et comme c'est le cas sur tous les ordinateurs. C'est le cas notamment de Stéphane Coupchou, regardez sur Twitter, qui nous dit à quand un iPadOS multisession? Allez, Apple, un peu de bonne volonté, diante. C'est vrai que ça fait des années qu'on attend ça. Je vais y arriver, Thierry. Thierry, voilà, j'y suis arrivé. Et si on veut convaincre les pros de mettre de la multisession, ça me semble une évidence. Pourquoi? Je sais pas, pour une entreprise par exemple. D'abord, une tablette, c'est très personnel. Donc, voilà, on va être très égoïste là-dessus. Oui, effectivement, on va dire, allez, c'est génial, n'importe qui va pouvoir s'y connecter avec son login, mot de passe. Ok, c'est gentil. Mais c'est pas ça l'avenir de l'iPad. L'avenir de l'iPad, c'est effectivement, et on l'a évoqué avant, c'est d'avoir des applications réellement adaptées à l'appareil. Steve Jobs avait inventé un truc, c'est Keynote. Keynote, c'est le seul outil qui s'utilise réellement avec les doigts, c'est fantastique. On l'utilise sur le Mac, on est presque perdu et c'est presque moins utilisable sur le Mac que sur tablette. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est ça. Quand on regarde cette bouse qui est Photoshop aujourd'hui sur l'iPad, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête d'imaginer qu'on allait utiliser exactement de la même manière Photoshop sur un Mac et Photoshop sur un iMac? Ce qui manque, c'est ça. Et ça a toujours été le problème. C'est pas le matériel aujourd'hui, c'est le logiciel. C'est pas une question de multi-utilisateur, c'est une question de est-ce qu'on peut réellement en tirer parti? Et moi, j'ai peut-être la réponse, notamment sur Excel. On peut le faire. Il faut juste le clic droit de la souris. C'est-à-dire que quelque part, on ne pourra jamais réinventer avec les doigts ce qu'on a réussi à faire avec un truc assez magique. C'est-à-dire que, alors si on y arrive, avec le côté, maintenant on appuie sur son téléphone et on laisse un peu maintenu et là on voit un menu apparaître. Et là c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte effectivement de recontextualiser un menu contextuel dans toutes les applications de l'iPad et de trouver un usage. Alors ça peut être avec un stylet, hein, le fameux clic droit, c'est-à-dire la capacité de développer la fonction qui ferait que tout d'un coup on retrouve ces petits.
C'est d'ailleurs une des réactions, une des questions sur Twitter de nos tweetos, notamment de Christophe. Autre amélioration attendue, à quand une vraie gestion de souris pour pouvoir enfin concurrencer les Microsoft Surface? On a vu, c'est encore assez sommaire avec c'est un peu un mode développeur. On voit un gros curseur qui est assez grossier. Question de Alan également, quand un vrai gestionnaire de fichiers à la OS X sur iPad. Un iPod OS plus ouvert ne ferait pas de mal. On sait qu'encore une fois, c'est aussi assez grossier, mais on l'a attendu tellement longtemps qu'on est quand même bien content de l'avoir, parce que pendant des années, on le réclamait. Enfin, question de Maxime Blanchard, et là, on touche vraiment à la question de fond, à mon sens, et on rejoint l'intégration un peu hâtive tout à l'heure de Stéphane. Question de Maxime Blanchard, avec des téléphones de plus en plus grands et des laptops toujours plus fins et plus puissants, l'intérêt d'une tablette est-elle aussi forte qu'il y a 10 ans? C'est vrai, quand on voit aujourd'hui, on a vu cette semaine les images du téléphone Samsung pliable, on peut se poser si, avec des écrans toujours plus grands, s'il y a encore une place à l'échelle de 5 à 10 ans pour des tablettes, tout simplement. On n'en sait rien. Voilà, c'est une bonne question, mais une tablette, c'est quoi? C'est un écran. Alors qu'on le plie, qu'on le déplie, ça ne change rien au problème qu'à un moment donné, il y a une surface d'écran. C'est cette surface d'écran qu'il va falloir gérer, avec la puissance qui est identique de toute façon. Donc là, on est en train de regarder un nœud gordien. Est-ce que c'est intelligent d'avoir un truc qui se plie et qui se fragilise? Je ne sais pas. En tout état de cause, ça reste de la surface d'écran. Et plus il y en a, mieux on se porte. Alors on peut très bien dire, et pourquoi pas, on n'aurait pas une tablette demain qui fasse le double. Oui. Ou pourquoi pas c'est ce que fait Microsoft aujourd'hui avec la Microsoft. Et il y a des téléviseurs qui se déroulent du bas vers le haut et du haut vers le bas. Didier, est-ce que tu penses que c'est une des raisons qui explique qu'Apple est assez timide sur les écrans pliables? Il faudrait qu'ils puissent en produire, ils ne sont pas fabricants de dalles, que je sache, mais bon, passons. Qui explique que s'ils sortent un téléphone pliable, un iPhone pliable, ils pourraient faire du mal et criminaliser le marché de l'iPad. Moi j'aime bien l'expression laisser l'iPad vivre sa vie. C'est un peu. Je trouve qu'il y a des gens qui arrivent à travailler juste avec un iPhone. Et bah tant mieux. S'ils arrivent à gérer tous leurs mails et tout avec leur iPhone, c'est parfait. Il y a des gens qui trouvent vraiment que l'iPad correspond bien à leurs besoins, tu vois, et je trouve que ça va très bien comme ça. Et effectivement, Apple, mais voilà, il te rajoute des trucs, mais c'est pas bien rajouté. Alors forcément, tu vas le comparer au Mac. Ouais, la souris, elle est pas tout à fait pareille. Puis les gens, ils veulent pouvoir brancher des disques. Ah ouais, bon, on va quand même leur mettre ça, mais on leur met pas complètement. C'est pas, enfin, tu vois, ça marche sur les derniers. Il y a toujours des limitations, mais parce que en fait, la philosophie même du produit, tu la tirailles quand tu fais tout ça, quoi. Et à la fin, si c'est pour se retrouver avec un iPad, avec le clavier, avec la souris que tu connectes à un écran, est-ce qu'il y a encore, enfin, tu vois, est-ce que ça mérite encore d'être un iPad finalement? Et c'est vrai que quand on voit ces questions, vraiment on se demande, est-ce que Apple sait où veut aller l'iPad? Ça peut être une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans un moment un petit peu de flou? Ouais, tu vois, le multisession par exemple, Thierry te dit il n'y en a pas besoin. Ouais. Mais en famille, tous ceux qui ont plein de gosses avec des iPads au milieu du salon, ils savent que y a des jeux que tu aimerais bien mettre que pour les petits, il y a des applis que tu aimerais mettre que pour les grands, et que tu n'as pas forcément envie d'acheter un iPad chacun. En entreprise, des fois, moi j'ai vu des boîtes où tu avais un iPad qui servait un petit peu pour faire des démos de 3 trucs, et on sentait bien que c'était pénible, tout le monde mettait ses fichiers au même endroit, c'était le bazar. Ouais, puis tu peux même pas ouvrir des sessions à distance, comme sur les serveurs de PC. Ouais. Et toutes ces questions-là, effectivement, on est en permanence dans le questionnement. Et si on projeter sur des années à venir et se dire si Apple avait à faire un choix à l'échelle de 5 à 10 ans entre la plateforme Mac et la plateforme iPad, laquelle va-t-elle choisir, laquelle va-t-elle privilégier? On voit que le Mac, il pédale un peu dans la semoule, il n'y a pas eu de grande innovation depuis longtemps, alors que l'iPad, il bénéficie des avancées naturelles de l'iPhone. On avait, souviens-toi, fait plusieurs émissions avec Jean-Louis Gasset et il nous avait fait un constat assez simple aujourd'hui. Combien il y a d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad dans le monde? Combien il y a d'utilisateurs de Mac aujourd'hui? Regardez le ratio. Eh bien, Apple va aller naturellement plus vers iOS que vers macOS, Stéphane. Quand j'ai eu la chance d'avoir le Samsung Fold, je l'ai montré aux enfants. Les enfants, ils ont dit « Waouh, c'est super, on va pouvoir avoir ça et un iPad en même temps. Ouais. » Pour eux, c'était quelque chose d'important. Et en fait, parce que s'ils pouvaient avoir un iPad dans leur poche, ils pourraient. Ils préfèrent. Moi, ah bah oui, bien évidemment, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué à... Donc pour toi, il y a un vrai danger pour l'iPad avec les téléphones pliants. La nouvelle génération, on pourra être surpris, je pense, des réactions de la nouvelle génération des millennials. Avec ça, je pense qu'il faudra vraiment être très prudent à ce niveau-là. S'ils sortent un iPad pliable, oui, je pense que là, ils auront du monde. Vous savez quoi, messieurs? Rendez-vous dans 10 ans. En attendant, on passe à vos coups de cœur.
Allez, les coups de cœur, on commence avec Didier. Eh bien écoute, je vais te reparler de GeForce Now, on en parlait un petit peu dans le busomètre, donc c'est le service qu'a lancé Nvidia pour faire du jeu, en fait dans le cloud. Donc imagine, tu as un MacBook Air voilà, tout pourri, et tu es au bureau et tu aimerais bien te faire une petite partie avec les dernières technos à la mode, le RTX et tout, avec le dernier Tomb Raider, ou faire du jeu en réseau. Et bien là, avec ton petit MacBook Air, alors il te faut simplement une connexion fibre, si tu as une bonne connexion. Simplement. Et tu joues en 1080, 60 images par seconde, c'est hyper fluide, la latence est bonne, la qualité d'image est quand même super bonne. Et franchement, alors là pour le coup, j'aurais bien aimé qu'Apple valide ça sur l'Apple TV notamment, puisqu'en fait l'Apple TV aurait été un super support pour faire ça, puisque finalement, ben voilà, tu as le choix entre les jeux Apple TV qui sont quand même pas très nombreux et pas terribles, faut le dire pour la plupart. Et puis Apple Arcade, voilà, qui a développé un petit peu, mais c'est pas encore ça. Là, tu as des vrais jeux, c'est-à-dire tu peux jouer à Tomb Raider, t'as pas Tomb Raider sur, avec les manettes, les consoles sur de l'Apple ton TV, choix. exactement. Et c'est pas très cher, d'autant qu'ils ont une version gratuite, donc il y a un petit peu, voilà, tu peux jouer qu'1 heure par session et tout. T'as un petit peu d'attente, la qualité est un petit peu moins bonne. Et puis ils sont pas trop gavés, parce que c'est autour de 5 € par mois pour la version payante, qui elle a vraiment tout. Et voilà, pour moi je pense que le public c'est quand même des gens qui, tu vois, un peu comme moi, qui ont fait quand même pas mal de jeux, qui ont peut-être acheté des PC à côté, mais qui n'ont pas toujours ce gros PC, que ce soit en vacances ou au bureau. Bah oui, pour jouer, t'as pas le choix, tu vois. On a même fait des Hackintosh avec et tout, mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'ils répondent à un besoin qui est peut-être pas forcément très très grand public, peut-être pas aussi grand public qu'Apple Arcade, mais aujourd'hui, voilà, t'es au bureau, Didier, t'as envie de faire ça. Donc gratuit ou 5,79 € je crois par mois, quelque chose comme ça. Et c'est sans engagement, donc c'est plutôt cool, tu peux essayer un mois et puis t'arrêter. Merci Didier. Stéphane, de ton côté, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, Olivier, c'est un livre, mais c'est bien plus qu'un livre, c'est Les Derniers de Sophie Naoum. Alors, je parle pourquoi c'est plus qu'un livre. C'est une aventure, c'est juste Sophie Naoum a fait le nécessaire pour regrouper en un point, un site internet au départ, et maintenant c'est devenu un livre, tous les témoignages des derniers survivants de l'Holocauste. C'est pas très gai, mais c'est un travail qui est nécessaire et obligatoire. Il y avait un travail qui a été fait plus que de transmission. Parce qu'on parle de devoir de mémoire, mais c'est ce que disait Simone Veil, c'est plutôt le devoir de transmettre. Et c'est vrai que je peux juste dire, encore plus aujourd'hui, parce qu'on a parlé de l'iPad, c'est que on peut voir bien sûr lire ces livres-là sur des iPads, mais c'est bien d'avoir du papier, parce que j'en fais très régulièrement, des coups de cœur. Mais surtout, il y a un site internet avec des vidéos, et quand on lit ces témoignages, on les regarde. C'est vraiment quelque chose qui est très poignant et qui est franchement indispensable. Et comme nos enfants justement utilisent beaucoup ce support-là pour regarder de vidéo en vidéo sur YouTube, c'est bien parfois qu'ils changent de site et qu'ils vont sur le site lesderniers.org et qui regroupent donc ces témoignages-là, et c'est vraiment quelque chose d'important et d'essentiel. .org. Merci Stéphane. De ton côté, Thierry, ton coup de cœur. Moi, j'ai pas de coup de cœur, j'ai un coup de gueule. Allons-y. C'est sur les objets connectés. C'est fantastique. Moi, je connecte des ampoules de partout maintenant. C'est fantastique. Alors, c'est quoi le problème ? C'est génial. Alors, j'ai acheté plusieurs marques. Ouais. Et c'est sur l'aspect des mises à jour, des firmware, des ampoules. Ouais, donc Philips, Huawei, Xiaomi. Voilà, j'ai même acheté des trucs de chez Ikea. Ouais. Et ce qui est fantastique, c'est quand on demande d'éteindre la lumière et que tout d'un coup, il faut remettre à jour l'application et dézinguer depuis le Google Home. Quand ça marche. C'est terrifiant. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut passer à peu près 2 à 3 heures pour résoudre juste un problème d'éteindre la lumière. Bon, c'est pas grave. Donc quoi, le problème, c'est l'interopérabilité, c'est ça ? L'interopérabilité et la mise à jour. Parce que, mine de rien, une mise à jour d'un micro-logiciel a des répercussions sur tout le reste de ses paramètres. Et franchement, on passe vraiment pour un abruti le jour où on nous demande comment on fait pour éteindre la lumière. Ça nous arrive souvent ici au studio, parce qu'on ne va pas le dire, mais Siri nous permet de piloter les lumières du studio. On s'est fait plaisir, mais ça ne marche pas toujours à tous les coups. Merci Thierry. On aura l'occasion de revenir sur ces enjeux dans une mission, je pense, prochainement, je pense même au printemps. De mon côté, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur plus personnel. C'est la nouvelle émission réalisée par l'équipe d'On refait le Mac. Ça s'appelle On refait la tech. On a mis presque 10 ans à sortir une deuxième émission, mais on espère qu'elle vous plaira. On a mis tout notre cœur. C'était encore une émission sur la tech. Ça a réuni des journalistes passionnés et qui parlent énormément et qui s'intéressent énormément, qui travaillent énormément sur les grands enjeux de la tech. C'est des sujets assez profonds. Ça ne parle pas simplement de produits. C'est vraiment les grands enjeux qui nous engagent pour les années qui viennent. Ça s'appelle On refait la tech. Et si tout va bien,
Ce sera en ligne dans les prochains jours, voire même dans quelques jours après la publication d'On refait le Mac. Dorénavant sur On refait le Mac, sur orlm.tv, qui sera la chaîne d'On refait le Mac. Vous allez retrouver On refait le Mac chaque semaine et On refait la tech assez régulièrement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 362e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Ça s'est bien passé, messieurs. Vous revenez la semaine prochaine? C'était très bien et j'adore ton coup de cœur. Oui, tu nous as bien aidé pour ce coup de cœur, croyez-moi. Oh, Soyez au rendez-vous la semaine prochaine, car si tout va bien, si on n'est pas mauvais, on devrait avoir en plateau un certain Luc Julia, qui n'est autre que l'un des papas de Siri. On va parler d'intelligence artificielle et d'assistants vocaux. Il y a beaucoup à dire sur Siri notamment. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et vous avez même la petite cloche pour être prévenu qu'une émission est en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.